sent le bonheur de l'époque, mais apparemment ça tourne mal. C'est peu avant la mort, ça. Un peu pris peu avant. Cet endroit, c'est un endroit d'amour, de famille, pour grandir, pour construire. Et ça s'est transformé d'un coup, comme ça. Inexpliqué. D'où nous vient cette quête, ce besoin de déchiffrer les mystères de la vie? Pourquoi sommes-nous là? Pour combien de temps? Y a-t-il une vie après la mort? Les plus simples questions restent sans réponse. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous aux fantômes? Peu importe. L'histoire qui va suivre n'est pas une histoire de croyance. C'est la rencontre de deux médiums qui ignoraient tout de l'expérience qui va suivre. Une rencontre dans un lieu étonnant, chargé d'histoire, où des forces invisibles sont à l'œuvre. Et où parfois, le monde des morts semble se confondre avec celui des vivants. Résisterez-vous à cette expérience ? Difficile de définir le mot « médium ». On dit qu'il serait sensible à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les cinq sens. Mais quelles sont ces autres réalités? Et que cachent-elles? Je ne savais rien. Parce qu'on m'a dit que moi, je savais mieux c'était. Je crois qu'au dernier moment, je savais même pas quelle gare allait être le point de départ. Et nous sommes arrivés à la gare de Poitiers. Et là, bandeau sur les yeux. Je n'aime déjà pas la voiture, mais avec un bandeau sur les yeux, c'est encore moins agréable. J'ai mis le pied à terre. J'ai senti qu'on était dans des bois. Là, j'ai commencé à être ouvert à l'univers subtil, vraiment. Ouh, bonjour. Pierre. Enchanté, Pierre. C'est mal aux yeux, hein. Anne Tuffigo et Pierre Jonas sont deux médiums aux apparences ordinaires, mais ils ont accepté de participer à une expérience extraordinaire. Aller à la rencontre d'un lieu pour y décrypter son histoire, ses énergies, ses habitants actuels ou défunts. Partant de Paris avec les yeux bandés, ils étaient sans savoir qu'ils allaient arriver à quelques centaines de mètres d'un château qui a participé à l'histoire de France et qui est dit aujourd'hui le plus hanté de notre territoire. Nos sens forcent pour essayer de se repérer et c'est très compliqué. Je sens une énorme bâtisse, enfin une bâtisse. Oui. C'est comme s'il y avait une tour comme ça, enfin c'est une tour. C'est un peu moderne, on dirait 19e, hein, 18e, 19e. Alors la première image vraiment flagrante, c'est j'ai une bâtisse énorme plus loin, que je ne vois pas puisque je suis dans la forêt. C'est comme si on me faisait un parcours fléché, d'une manière subtile, pour me dire c'est là-bas que tu vas. Et cette femme... C'est marrant parce que je rentre dans des pièces, je monte dans des étages, donc déjà c'est haut.
assez haut, c'est peut-être 3-4 étages, 3 étages. Oui, tout à fait. La femme est en souffrance, hein. Beaucoup, beaucoup. La femme est en souffrance. Et elle avait... Et je vois un homme un peu les cheveux Femme plaqués en fidèle, arrière à avec côté. une moustache comme ça, là. Mm. Je sais pas s'il correspond à quoi. On verra. Et oui, lieu de culture, d'érudition. J'entends des coups, hein. Oui. C'est comme si on s'échappe. Comme si on se sauve. En quelques minutes, Anne et Pierre ont déjà deviné qu'ils étaient en direction d'un château, alors que rien ne le prédestinait, et viennent déjà de mettre le doigt sur 3 éléments clés de l'histoire de ce lieu étrange. À un moment donné, on s'oublie, on est comme peut-être un musicien qui va commencer une partition de musique. On est à l'écoute de ce qui va arriver autour de nous. C'est comme si tout tournait autour de soi. C'est comme si on était un peu enivré. Les 2 tours. Ouais. Avec les pointes. Mm. Tu vois? Mm. On était bon. Ouais, on était bons. Hein? Alors le pendu devant l'arbre, là, c'est Oui. pas sympathique. Hein. Il n'y a pas que ça. Vous l'aurez peut-être reconnu, Anne et Pierre ont atterri au château de Fougeray. Un lieu marqué par 700 ans d'histoire et 3 époques. Effectivement, il y a une entité qui est coincée là-haut, une 3e fenêtre Là-bas, là-haut. ça, je te Oui, dis, tout là. à fait, depuis Elle est tout à là. l'heure. Elle est derrière. Elle De regarde. toute façon, on lui fait un sourire. Ouais. Regarde. Ouais, sur le dernier carreau. Dernier carreau, c'est qu'elle doit être petite parce que C'est une enfant. c'est une enfant pour que ça soit que. Je n'ai que le carreau de droite, tu vois, sur les 3. C'est une enfant. Mais elle n'est pas seule. Qui est cette petite fille dont parlent Anne et Pierre? Les morts se confondraient-ils avec les vivants? Il y a des morceaux de puzzle là, Qui sont qui incomplets. manquent. Il y a une dynamique historique qui se met en place. On s'aperçoit que les entités viennent d'une autre époque, qu'elles ne sont pas habillées de la même façon que nous. Un petit film se met en place. C'est-à-dire que je suis là, mais l'époque n'est plus la même. Donc je suis témoin pendant quelques fractions de secondes. Je suis sur place à l'époque où je vois les gens qui courent, où je vois les boum, les canons, où je vois des tas de choses. C'est comme une guerre de pouvoir. C'est comme s'ils avaient eu... Il y a des meurtres, hein, pour moi, c'est des meurtres. Oui, oui, non, non. Il y a des meurtres, des Je pense que assassinats, c'est des choses dramatique. injustifiées, des choses qui ne sont pas... Et aussi, Et la maladie aussi. Parce que la maladie, c'est sûr, mais je pense qu'elle est. c'est irrespirable. ouais, hein. elle Il y a est un endroit qui est irrespirable. Elle est hein. distincte du drame. J'ai du mal à respirer Ouais. dans cet endroit-là, moi. J'ai un problème de respiration, là. L'adrénaline, la peur, mais qui ne m'appartient pas, qui appartient à ceux qui sont sur place de l'époque. Ou la passion, enfin, tous ces sentiments émotionnels qui se promènent, que je capte et que j'absorbe. Parce que c'est comme si tu regardes un film et tout d'un coup, tu es dans le film. Pour donner une image un peu plus... Hop, t'es dans le film et ça dure pas longtemps, mais t'es là. Mais le peu de temps que ça dure, c'est inscrit. Et ça reste. Ce qui a été très fort, c'est l'histoire du lieu. J'ai tout de suite compris que plusieurs drames s'étaient joués ici, mais ce qui était assez impressionnant, c'est la superposition d'époques différentes. C'est à nous d'être vraiment à l'écoute au fur et à mesure des informations qu'on nous donne. Et essayer de ne pas les compiler, mais de les écouter les unes après les autres. On a été appelés par le château. Moi, j'avais cette sensation d'avoir vraiment envie d'y rentrer parce que nous avions des choses à connaître et à comprendre. Et j'ai senti que ce lieu avait été très habité et qu'il l'était encore, en l'occurrence. Depuis quelques décennies, une mystérieuse histoire se dessine à Fougeray. Les propriétaires se succèdent les uns après les autres. Sans le savoir, en 2007, une nouvelle propriétaire embarque sa famille dans un long projet de rénovation du château avec le souhait d'y habiter et de proposer des maisons d'hôtes.
On a décidé de l'acheter alors que c'était pas le type de château qu'on recherchait. Enfin, moi, en tout cas, je recherchais quelque chose de purement médiéval, un château féodal qui n'a pas été autant transformé, en tout cas, que Fougeray, qui a été vraiment troubadourisé au 19e. Et quand on est entré, on a eu un espèce d'émoi, on était vraiment à un coup de foudre, quoi. Moi, au départ, quand on est arrivé là, en fait, je voyais vraiment cette ancienne forteresse. J'avais vraiment été attiré par ça. Et on a fait des pieds et des mains pour l'acheter. Après, ça a été vraiment d'ailleurs très difficile. Et il a fallu qu'on emprunte sur 25 ans, etc. Enfin, c'était tout un truc, mais on y tenait vraiment. Alors, c'est pas très raisonnable, je sais d'ailleurs, pour nous, c'est vraiment une lourde charge au niveau matériel. Mais on a été réellement appelés par cet endroit. Après la signature, c'est comme si on nous avait enlevé un voile devant les yeux, comme si quelque chose était tombé. Enfin, c'était assez particulier. On a réalisé ce qu'on avait acheté. On venait, par exemple, pour tout nettoyer, et on avait... alors c'est très subjectif, donc c'est pour ça que c'était indéfendable. Moi, j'en parlais pas au début. On avait vraiment l'impression qu'on nous épiait. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce qui regardait ce qu'on faisait, etc. On était vraiment... Enfin, moi, j'étais pas du tout à l'aise. Mes enfants non plus, mon mari non plus, mais sur le coup, on s'en parlait pas entre nous. En plus, moi, je culpabilisais parce que c'était mon projet, donc j'avais amené toute la famille là-dedans. J'étais pas très bien, en fait, à cette période. Et un jour, en nettoyant des tiroirs d'armoire, j'ai eu la sensation d'une femme qui me disait dans l'oreille qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Comme ça, en fait. Qu'est-ce que vous faites là ? Genre, c'est mes affaires. Et je me souviens, ça m'a arrêtée et je me dis, bon, je débloque, on reprend. Entre-temps, j'avais passé ma thèse en histoire, j'avais passé du temps aux États-Unis, j'étais claquée, je veux dire, tout ça faisait que je me disais que j'étais peut-être surmenée. Je me suis pas dit tout de suite qu'il y avait des fantômes, mais pas du tout, personne d'ailleurs. Et il y a eu plein de petits trucs comme ça. Mon mari s'est fait toucher l'épaule dans le parc, j'ai une de mes filles qui a cru voir quelqu'un, il s'est passé plein de trucs. Ah bah, j'étais en train de bosser, quand je bossais dans le parc, beaucoup de bûcheronnage parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient par-ci par-là tombés, etc. C'est simple, il était là. Mais je ne le voyais pas en silhouette, je le voyais comme si j'étais à l'intérieur de lui au niveau aura profond. Ça a été jusqu'à me taper sur l'épaule. Et petit à petit, un jour, on a décidé de s'en parler quand même. Mais pas tout de suite, plusieurs mois après. Ambiance fraîche. C'est froid ? Ouais, j'étouffe, en fait. Extraordinaire cette cheminée. Un carrelage aussi, là. Quelque chose de clair. Mais elle est habillée simplement. Une cheminée. Les mémoires, c'est souvent dans l'objet. Les mémoires, c'est souvent dans les murs, où il y a la mémoire de ce qui s'est passé, où le médium peut capter une histoire dans ces murs, peut capter des souffrances, des bonheurs, etc., en fonction de ce qui a été vécu, parce que tout ce qui est pierre, bois, etc., capte et absorbe une histoire. Et il y a aussi les entités qui sont là, mais qui, eux, n'ont pas besoin d'être dans les murs pour pouvoir les capter, les voir, les sentir, les entendre, ou communiquer avec eux. On n'est pas obligé de mettre la main sur le mur, on n'est pas obligé d'être là. C'est deux énergies différentes qui vivent tous les deux dans un même environnement.
Les premières traces de Fougeray remontent à l'époque du Moyen-Âge. Le château porte le nom d'un fief qui couvre plus de 100 hectares. Telle une forteresse entourée de plusieurs tours de guet, il est aussi protégé par un large étang qui lui sert de douve. 2 sources d'eau passent encore aujourd'hui sous les 2 salons principaux du château. Je suis attiré par le fond. Comme s'il y avait des choses en dessous qui... Et l'eau. J'ai dit qu'il y avait un courant d'eau, il y avait de l'eau, il y avait quelque chose comme ça. Mais j'arrive pas à le situer. Il doit y avoir un bac d'eau, quelque chose comme ça. Un point d'eau. Maison qui souffre. C'est un lieu qui souffre. Ça sent le secret. Oui. Ça sent la maison du secret. C'est ça. Des choses se sont décidées ici. Choses importantes. Peut-être pour le pays, pour... Un genre de papier, signature de traité de quelque chose. Oui, et pour moi, il y a eu des échanges monétaires qui se sont faits là. Oui. Oui, tout à fait. La région, pour... Oui, parce qu'on signe, on fait des accords, donc écrits. Là, il y a des écussons, il y a tout ça, donc il y a forcément... On parlait d'un écusson tout à l'heure. Oui. À mon avis, ça doit être un écusson, ça. Mais bon, souvent, hein, les maisons, les châtelains avaient des armoiries. À la Renaissance, le château est complètement transformé par la haute bourgeoisie, qui en fait un lieu de pouvoir et de haute justice où de grandes décisions sont prises pour la France. L'aristocratie se dispute les terres et s'empare du château. Les modes de vie changent, tout comme l'architecture. Il manque des pièces dans cette maison. Oui, il manque des pièces. Qui ont été détruites. Sur certains endroits, comme s'il avait été agrandi, refait, transformé. Oui. Avec les époques, en fonction des gens. Oui, absolument. Je pense qu'il y avait une discussion, tu sais, sur le nom, le lieu-dit de la ville ou le lieu-dit du château. Il y a une discussion sur le nom. Comme si le château portait le nom du lieu-dit. Tu vois ce que je veux dire ? Oh, c'est très froid ici. C'est très très froid, ça a été beaucoup de souffrance là. C'est comme si on traçait les époques. Ouais. Ce lieu... Oui. Je parlais de traités, de choses comme ça, je parlais de choses comme ça, d'accords. Non mais je pense qu'il y avait Ou de départ de guerre, ou de fin de guerre. Je pense qu'il était important, ce lieu. Tout à fait. En 1337, le château sert de point stratégique dans la terrible guerre de 100 ans qui oppose le royaume d'Angleterre à celui de France. Moi, c'est le lien qui entre avec la femme. Un peu comme la femme guerrière, un peu comme Mais c'est celle qui doit Jeanne lui... d'Arc. Oui, Ce lien. c'est ça. Qu'elle a. La Jeanne d'Arc, c'était encore une fois comme Un peu toutes comme les la femmes. femme. Mais la femme homme, la femme qui Comme doit... Marianne pour la Qui France. doit se Tu vois ce que je veux dire déféminiser, c'est ça, c'est ça. L'image. Qui doit partir au front, elle doit se déféminiser, elle doit y aller, elle doit histoire prendre les comme responsabilités. ça. Mais elle n'a pas le choix. Pour son château, elle se bat pour le garder, tu vois aussi. Sans doute. Suite à la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc est idolâtrée à Fougeray jusqu'en 1920, date de sa canonisation. De nombreux écrits sur elle sont retrouvés au château. Ce qui est encore plus facile dans un contexte comme cette expérience unique que nous avons vécue, c'est que nous ne connaissons rien. À aucun moment, nous ne pouvons nous fier à ce que nous connaissons d'un lieu ou aux informations que nous aurions pu en avoir, puisque nous sommes en total aveugle. Et là, nous savons que ce que nous recevons et percevons n'est pas le fait de nos connaissances personnelles, mais bien d'une histoire qui se met en place autour de nous et qui a besoin de nous parler à ce moment-là et de nous interpeller.
cet homme, il devait être, comment te dire... Très important. Non, mais d'une, et être revenu d'un front où c'était le massacre. Mais un massacre sans nom. Oui, mais il a fait son nom comme ça. Oui, mais tu imagines pourquoi il entraîne toutes ces énergies de froideur. On entendait des bombes de... tout à l'heure. Oui. On entendait des explosions. Ouais. Une profondeur. Mais là c'est plutôt relatif. Je sais pas si elle est naturelle. Aux bombes et... Ouais, parce que j'entends boum. Voilà. Les différentes guerres de religion font des milliers de morts autour de Fougeray, jusque dans le parc du château. Si nos deux médiums ont tout de suite senti cette facette historique, ils confient maintenant capter une entité guerrière, qui semble encore présente dans les couloirs et chambres de cet étage. Non, mais le champ de bataille, il devait être juste à côté, à une certaine époque. Lui, il est parti au front, petit 1, mais ensuite, sur ce lieu, on a fait la guerre, bien sûr. Ouais. Dans diverses époques, il y a toujours des faits d'armes. Tout à fait. Et des distinctions. Et des distinctions. Oui, des distinctions. Comme je te dis que je voyais cette étoile là, que l'on accroche ici, c'est une sorte de maréchal, par exemple, un maréchal. Non, mais tu sais, elle ressemble aussi à la croix de guerre, elle ressemble à tous les valeureux qui sont partis sur le front. C'est gros. Donc c'est quelque chose de... Voilà. Parler de symboles, ça peut être franc-maçon, ça peut être... Oui, c'est ça, on est sur des symboliques très fortes, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. Oui, des érudits. C'est ça, hein. Oui, beaucoup d'érudits. Comme je te dis, il y a beaucoup de symbolique. Oui, tout à fait. Beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de secrets, beaucoup de cachotterie. Fougeray est aussi marqué par la franc-maçonnerie et l'ésotérisme, puisque certains personnages y laissent des traces de haute magie. Moi, ce qui me choque, c'est qu'à chaque fois, on est des entités masculines ou féminines, et je vois pas de couple, moi, à chaque fois. Mince. Ils dormaient pas ensemble ou quoi? Dans certains milieux, et encore aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Mais ils ont signé des traités ou ils ont signé des accords ici. Parce que je voyais des accords et des traités avec des tampons, avec de la cire, avec des choses comme ça. Et je vois un ruban qui passe. Mais on me dit que c'était catastrophique, ces accords. Ça l'est, puisque ça leur a coûté leur château. La famille, tout. Ça leur a tout coûté. Tout. Ouais. Tout. Depuis toujours, les maisons me parlent, dans leur histoire, dans leurs faiblesses, dans les histoires de famille, les drames et les entités, et c'est une grande partie de mon travail médiumnique. Voilà, c'est pas moi qui viens en maison, ce sont les maisons qui viennent à moi encore à chaque fois. C'est toujours cette même dynamique-là, en fait. Il y a quelque chose à comprendre. Oui, il y a certains lieux qui inspirent soit effectivement la richesse, soit le développement des choses. Ici, on est sur un thème récurrent de spoliation. Tant la spoliation des richesses que la spoliation d'un pouvoir, d'une famille, et aussi l'explication de ce lieu qui aujourd'hui part à l'abandon et a du mal à se régénérer, mais je crois que ça a été le cas dans plusieurs familles. La spoliation, c'est quand on s'attribue un château alors qu'il n'est pas à nous. Eh bien, on a beaucoup de mal derrière à faire un lieu sain, c'est-à-dire que les familles se succèdent mais n'arrivent pas à garder le lieu et n'arrivent pas à le garder en l'état. Une fois, c'est un incendie, une autre fois, c'est une fuite pendant la guerre. On doit vite s'en aller, on doit vite le laisser, et ça fait quelque chose de toujours à l'abandon. Le château, il est dans une instabilité quand même. Il est bloqué dans des époques importantes. Tout à fait. Il n'avance pas. Et effectivement, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, il veut rester dans son époque. Il y a une espèce de malédiction sur le bien-être et la reprise officielle de château, voilà, qui l'a usurpé à un moment donné ou qui n'a pas pu le reprendre. Ça me semble un thème important. Et ça déchire. Et ça déchire parce qu'aujourd'hui le problème doit être encore le même. Ça déchire les familles, ça déchire. Ma question est, y a-t-il un homme pour reprendre tout ça? Bah j'en vois pas d'homme pour reprendre tout ça. J'ai l'impression que c'est une femme qui gère ça. Le nom, c'est ce qu'on pose. Autrefois, c'était pardon, mais celui qui porte le nom, c'est plutôt l'homme, même si je suis très féministe. Et ben là, il y en a pas. Il en manque un. Depuis des générations, il les manque. Voilà, il passe. En 2010,
Le château de Fougeray est classé monument historique grâce aux efforts de la nouvelle propriétaire. Pourtant, tous les membres de la famille se mettent progressivement à observer des choses étranges, à entendre des voix, à sentir des présences. J'ai mes petites habitudes rassurantes. Il y a des endroits où je vais pas, par exemple. J'ai entendu souvent des bruits, vu des choses. Et au bout d'un moment, on peut pas, même pas envisager de vivre ici. Enfin, moi, personnellement, je sais que je pourrais pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours des bruits, il y a toujours... Puis je dors pas. Je passe ma nuit comme ça, avec la couverture, je regarde le plafond et j'attends que ça se passe, quoi. Mais on peut pas vivre comme ça au quotidien. Par exemple, avant-hier soir, comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un courir dans le couloir, mais vraiment des bruits de pas. En plus, sur le parquet, ça résonne bien, et puis tout le monde était dehors. Donc déjà, ce genre de choses, ça m'arrive assez souvent. C'est bizarre, moi j'ai jamais eu peur des ressentis que j'ai eus là. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. J'ai jamais eu peur, par exemple, de l'homme que j'avais à côté de moi, etc. Véronique a eu tout de suite une appréhension. Moi, franchement, je me sentais de plus en plus mal. Et d'un projet qui devait être quelque chose d'idyllique, ça devenait une corvée de venir. Alors déjà, comme moi j'ai du mal à mentir, ma famille me disait « mais qu'est-ce que t'as, tout ça, hein, rien, ça va ». Mais venir ici, ça devenait une corvée, quoi. C'était pas normal. Et un jour, je dis « bon, je sais pas, il y a des trucs, je me sens pas à l'aise, j'arrête pas de sursauter ». Des fois, j'avais vraiment l'impression, quand je rentrais dans une pièce, qu'il y avait quelqu'un qui était là en train de me dire « ça, il va encore foutre son bazar, celle-là ». Et dès qu'il y avait un petit truc, machin, j'arrêtais pas de sursauter. Alors je dis non, mais moi je peux plus, faut que quelqu'un vienne avec moi. Enfin, c'était vraiment devenu. Et alors moi je parle de ça, ma fille me parle qu'elle a vu une dame devant la cheminée de l'autre côté. Elle me la décrit en plus avec une cigarette, un porte-cigarette. Enfin, elle me fait une description quand même assez précise. Et elle me dit ouais, je voulais pas t'en parler, maman. Et tout. Enfin, je voyais bien qu'il y avait une espèce de pression qui s'était mise dans la maison au niveau de ce projet familial. Par exemple, la première fois que j'ai vu quelque chose, c'était pas la seule, mais c'était la plus marquante. C'était au début et quand on était devant la cheminée, enfin j'étais devant la cheminée toute seule en bas, dans le salon. Pas dans le salon gothique, dans la salle à manger où il y a la grosse cheminée médiévale. Là. Un rideau s'est ouvert et il y a eu un gros courant d'air vachement froid. Glacial, et j'ai vu une femme habillée en rouge, pas très nette, enfin ça fait longtemps donc je saurais plus vraiment la décrire, mais j'ai même cru la reconnaître sur une photo après. Et ça a pas duré longtemps, mais j'ai eu la sensation que ça avait duré une éternité parce que j'étais vraiment pétrifiée et j'avais vraiment peur. Et c'est très marquant, c'est un peu traumatisant, on n'oublie jamais ce genre de choses. Je me suis crue folle ou hallucinée, mais je pense pas, maintenant je suis sûre de ça, je suis sûre que c'était vrai. J'étais hors de moi, quoi. J'ai dit à ma mère, je veux plus venir là, j'en peux plus, ça me fatigue. Et c'est un lieu qui mange vachement l'énergie. Quand on rentre chez nous, on est rincé, quoi. C'est un lieu qui absorbe vraiment l'énergie. J'en parle à un ami à moi qui est pharmacien, d'ailleurs, donc quelqu'un de très, mais qui est très à l'écoute, comme tous les vrais scientifiques qui font de la recherche fondamentale. Ils sont ouverts à tous les possibles. Hein. Et il me dit, mais il faut faire venir un médium. Et je dis, moi, un médium, j'en connais pas. Pour moi, c'était un mot qui appartenait au cinéma, au folklore, au feuilleton, ce que vous voulez, mais c'était pas des choses qui appartiennent à la vraie vie, en fait. Et de là a commencé un petit peu notre quête de compréhension. Ma mère avait vécu des choses et puis elle a commencé à en parler à table, tout ça. Et elle a pris la décision d'essayer de contacter, à la base, c'était un prêtre, un bon prêtre, un peu exorciste, enfin on savait pas trop. Il nous a bien rassurés sur tout cet univers-là. Et en fait, ça a commencé comme ça, quoi. Ouais, mes parents, ils ont commencé à vivre des choses, ils ont commencé à contacter des gens qu'ils ne connaissaient pas et je sais pas, ils sont tombés un peu dans ce truc-là.
Alors, il y a eu un premier médium qui est venu, qui nous a expliqué. Je me souviens, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il dit, quoi. Alors moi, j'avais des crises de fou rire monumentaux en plus, parce que je les prenais pas du tout au sérieux. Mais j'ai changé depuis, je veux pas que tous les médiums se disent. Mais je trouvais qu'on avait des propos incohérents. Enfin, pour moi, c'était des propos incohérents, quoi, ce qu'il me disait. Et après un deuxième, ça a été une valse, pas possible, j'en ai eu marre. Et il y en a un qui est venu un jour et qui monte dans l'escalier et qui prend une photo. Il me dit « Ah là, je sens du froid, là, je viens de voir une dame passer. » Et il prend une photo d'une dame dans l'escalier où on arrive à distinguer d'ailleurs une espèce de chignon, un décolleté, puis un petit collier de perles, une robe longue. Le projet initial de rénovation ne se passe pas comme prévu. Le château semble hanté, sa réputation est figée aux yeux de tous, les problèmes s'accumulent. Les visiteurs viennent chercher des frissons, le paranormal devient le maître mot du château. La famille se déchire. Je me souviens, une de mes filles s'était mise à pleurer en me disant « Mais c'est horrible, on n'aurait jamais dû réveiller tout ça. » Enfin, en plus, on culpabilisait, on se disait c'est Amityville, on est les seconds Lutz, on va tous s'entretuer. Non, mais c'est con ce que je dis, mais je veux dire, c'est quoi les histoires de maisons hantées qu'on a? C'est ça, là, le folklore populaire, c'est atroce, c'est des maisons horribles. Je dis, mais on a fait une erreur, on est puni de quelque chose, c'est atroce, quoi. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme ça, c'est atroce. Donc, j'ai cherché à vendre après. Puis, c'est plus possible après, parce que ça s'est su. Et puis, ça a fait traîner de poudre. Et puis, plus vous voulez cacher quelque chose, plus ça se sait, mais de façon déformée. Moi, il y a des gens qui me téléphonaient en me disant « Oui, c'est chez vous qu'il y a des objets qui volent, des tables qui se lèvent. » Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a une volonté délibérée de se manifester ou pas, d'être agréable ou pas, de nous répondre ou pas. C'est pas forcément des âmes errantes qui répètent comme ça inlassablement leur mort ou des trucs dans leur vie, hein, ça c'est tout à fait possible, mais c'est pas que ça. On communique avec, il y a un échange, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, il y a une communication, il y a une réflexion, c'est-à-dire quand on parle à l'au-delà, en fait, les gens qu'on a en face, les entités entre guillemets, eh ben, en fait, elles communiquent comme avec un vivant. C'est ça qui est touchant. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est bizarre. Je suis quelqu'un d'assez croyante, mine de rien. Pour moi, le fait que des entités, de personnes qui ont vécu apparaissent ou se manifestent, c'est quelque chose qui devrait pas être. Pour moi, normalement, les morts ont leur place, les vivants ont leur place. Et du coup, ça a bouleversé mon petit rangement dans ma tête de catégoriser chaque chose vivante ou morte. Et ça a vachement bouleversé nos vies, même mes parents. Parce que on voit la vie différemment après. On voit la mort différemment aussi. Quand je vis des trucs, c'est tellement précis aujourd'hui que j'ai l'impression que c'est des vivants et j'ai presque plus peur des vivants que de l'au-delà. C'est bizarre, j'en suis rendu à ce point-là. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, les hommes, de tout temps, ils ont cherché à comprendre la vie après la mort. Et moi, ça me touche vraiment qu'un lieu m'ait pu ouvrir les yeux sur ce fait-là, alors que j'étais vraiment quelqu'un de terre à terre. Je suis agriculteur, quoi. C'est vraiment la gentillesse qui fait que j'ai ouvert ma porte et que je veux montrer ces choses. Le fait que les gens viennent pour ça, ça implique une ambiance, et nous, qui envisageons de vivre là, c'est pas terrible, quoi. Enfin, ça nous donne pas envie, forcément, de venir vivre ici, parce que c'est quand même une ambiance particulière. Enfin, je veux dire, vivre dans un lieu hanté, c'est quand même effrayant. Enfin, même pour le plus courageux d'entre nous, c'est spécial comme ambiance, quoi. Moi, demain, le lieu, si on doit le vendre matériellement, ça va me faire du chagrin, mais la page sera tournée, etc. Mais il y a une chose qui est sûre,
j'ai vécu des choses extrêmement fortes au niveau réelle spiritualité. Je ne suis pas rattaché au lieu dans le sens matériel, je suis vraiment rattaché au lieu par l'amour du lieu, et moi personnellement je vois une projection, mais je vois qu'autour de moi ça ne va pas. Oh là 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 là. Et on descend? Oui, on descend. Attention, ça glisse. Oui, ça glisse. C'est- Fais attention. Oui, bah voilà, c'était... Vas-y, c'était tiens-toi ça, là. c'était- Vas-y, merci Pierre. Oh, là. Là, si on veut s'enfuir, c'est pas gagné, hein. Non. En courant. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'enfuir ici. Non, ils sont tombés même. Mais j'ai quand même les pieds attirés vers le fond. Mais je suis sûre qu'on va trouver plus tard des souterrains. Oui. J'ai l'impression que cet endroit, il a fait crrr, Non, mais on va trouver des comme ça, souterrains. tu vois, comme s'il avait été compressé sur quelque chose, comme une énergie qu'il avait compressée. Comme s'il bougeait, comme si elle vivait. On a caché des gens, ça c'est sûr. Pour les aider. C'était les fameux dont on parlait, qui partaient par la coursive et qui s'en allaient et qui s'enfuyaient. Oui, tout à fait. Déjà pour moi, là, en dessous, on est dans du vide. Hein. On est sur des souterrains, pas que un sous-sol, mais pour moi, il y a autre chose là-dessous. Donc soit on s'est enfui, soit on part dans les coursives pour pouvoir s'enfuir du château. Ça, c'est quelque chose de très fort. On les a fait s'échapper, on les a fait passer par cette pièce pour pouvoir les sauver et les sauver d'une mort certaine. À mon avis, ça va plus loin que ça. C'est comme si on était enfermé ici. Ouais. Comme si c'était une tombe. Ouais. Tu vois, une tombe. Ouais. Ça, ça hurle. Et alors, je sais pas si tu ressens cet homme, mais moi, depuis tout à l'heure, dans les escaliers, il y a un homme. C'est comme si je suis enfoncé dans un endroit où je peux plus en sortir. Oui. On m'empêche de sortir et puis c'est ma tombe, quoi. C'est une tombe. Oui, tu peux peut-être même mourir dans l'eau. Oui, parce qu'il y a de l'eau, hein. Ou Ça noyé. sent l'eau, hein. On sentait ce château complètement bordé et parfois inondé par l'eau. À mon avis, il y avait beaucoup d'eau à l'époque et ça a dû être inondé, quelque chose qui s'est passé comme ça. Il a dû y avoir des noyés aussi, hein, certainement. L'eau, c'est une énergie d'échange, de communication, c'est une énergie de circulation. Et quand on sent qu'un terrain a été drainé, asséché, tout d'un coup, on sent que la vie ou une partie de vie s'est arrêtée au château. C'est quelque chose normalement qui fait circuler, mais quand ça stagne, c'est pas bon. Quand ça stagne, les énergies stagnent. Donc les positifs, les négatifs se mélangent, donc ça fait des résidus, ça fait tout un mélange de choses comme ça qui font que c'est assez nocif pour le lieu. Et le monde, il n'y a pas eu des marécages avant, bien avant, donc c'est un peu basé là-dessus. Puis cette profondeur que j'ai sentie là, on se sent attiré vers une profondeur. Attention, c'est vivant. Hein. Bah oui, Cherche la mare. on cherche l'eau. Une grenouille. Une grenouille. Et là, Ouais. il y en a partout. Il y en a partout. Ensuite, on est monté à l'étage, et là, je suis rentré dans une chambre, et là, il y avait un lit. Là, j'ai eu mal au rein et au dos tout de suite, instantanément. Ouh. Mais que d'enfants. Ça sent l'enfermement aussi. Occulte. Quelque chose de Il y a des pertes. sombre. Ouais, il y a des pertes d'enfants, beaucoup. Sombre. Beaucoup. Ça sent la mort. Ouais, ça sent la mort. Ça sent la mort. Ouais, j'ai des malaises. Il y a une contradiction entre le fait d'être dans un endroit comme ça, c'est luxueux, Ouais. et de vivre d'une manière plus simple. Plus simple. Comme si on s'était retiré du monde.
Oui. Non, moi je vacille, donc il y a aussi peut-être l'empoisonnement ou voilà, se ronger en fait. Se ronger. Comme si on avait ouvert une porte dans l'ombre. En plus. Après la Révolution, les bourgeois reprennent Fougeray, qui touchera son apogée vers 1920, avant de connaître une chute irrémédiable. À cette date, l'avocat et politique Paul Robin, père de famille, contribue à rendre Fougeray prospère avec sa femme Marie. Le château devient le quartier général des bals mondains où s'amuse l'aristocratie locale. Pourtant, 2 événements vont tout précipiter. La mort de leur fille, Alice. En quelques mois, la jeune adolescente succombe d'une effroyable maladie. Pendant ce temps, un krach boursier surgit. Les Robins sont endettés, ruinés et doivent céder le château. Le drame des hommes s'est joué à la guerre à l'extérieur, le drame des femmes s'est joué à l'intérieur. En fait, je vois un tableau comme on en faisait à l'époque, non pas des tableaux de vivants, mais des tableaux de défunts. Voilà, une petite fille pose, mais elle est décédée. Oui, sur le dernier carreau. Dernier carreau, c'est qu'elle doit être petite parce que... C'est une enfant. C'est une enfant, pour que ça soit que... Je n'ai que le carreau de droite, tu vois, sur les 3. C'est une enfant. C'est sa maison, c'est son lieu, et c'est pas elle qui vient nous voir, c'est nous qui venons la voir. Dans son énergie, elle est chez elle, et elle a besoin de se signifier à nous très vite, et de nous expliquer qui elle est, quel drame elle a vécu, et aussi, pour les médiums que nous sommes, d'être un canal qui pourront enfin la capter et l'entendre. C'est important pour eux. Je sais pas, la mienne, elle a 8 ans, je dirais que celle-là, elle est plus jeune encore. Ouais, elle est plus jeune que ça. C'est un drame. Je vois trembler, j'entends. On parle du sang, il y a du sang. J'entends quand même des enfants qui courent, donc on n'en était pas loin. On gardait des enfants ou... Oui, mais ici, c'est une chambre particulière. Non, ici, elle est particulière, mais dans le couloir, tu vois, je les entends de là où je suis. Je vois une personne allongée. Qui souffre. Tu pars. Qui souffre, qui tousse. C'est pour ça que j'ai mal au dos. Oui. C'est comme si j'avais les reins bloqués, comme si j'étais bloqué. Je suis bloqué, là. Je suis bloqué, là. Si je veux vomir les... C'est l'agonie. Oui, c'est l'agonie. Ça me fait tousser tout ça. J'ai mal au dos. Ici, non, reins. Dans les reins. Ouais, plus les reins que le dos, tu vois. Dans les reins. Ouais. Ça circule pas. On interdit de bouger, on interdit de sortir, on interdit. Comme si elle ne doit pas communiquer. Je serais pas étonné que les gens qui sont là entendent marcher ou entendent quelqu'un vivre ici. Parce que j'entends des cris quand même. Je sens des odeurs, et non pas parce que j'ai ça à cœur et que j'aime beaucoup ça, mais il y a beaucoup d'odeurs de choses sucrées, comme du chocolat, comme des gâteaux.
ce qui était sans doute un luxe à l'époque. Mais il y a des odeurs de chocolat qu'on fait pour les enfants ou pour les réconforter. Là, c'est ici. Cette odeur, elle est là, donc elle stagne ici. Tout à l'heure, dehors, je cherchais le lieu de recueillement et la chapelle, et ben, on y est, parce que c'est vraiment un lieu effectivement de prière. J'entends quand même une foi derrière ça. Non, il rendait visite régulièrement parce que quelqu'un était très malade. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être. Il fait des allers-retours. Mais j'ai une jeune fille quand même qui me parle à ce niveau-là. Je pense qu'il est venu la voir très souvent. Une jeune fille au niveau de Oui, ça. tout à fait. Mais... Je suis une mère qui prie pour... Je suis une mère qui prie pour sa fille. D'habitude, c'est une fille qui prie pour sa mère, mais là, c'est l'inverse. Comme si je suis une maman et je prie pour qu'il n'arrive rien à ma fille. Ce que l'on me dit, c'est que si Marie est si importante, c'est parce que Marie a perdu un enfant, comme une mère peut perdre son enfant. C'est pour ça qu'elle est très importante dans cette pièce. Et ma question est, une mère va-t-elle perdre son enfant ou a-t-elle peur de perdre son enfant? Il y a du chagrin, il y a la mort du chagrin, il y a la perte de quelqu'un, il y a la mort. Il y a un chagrin vraiment intense. Comme si on voyait mourir sa sœur, son frère, sa fille, son enfant. Et qu'on se sent impuissant. Et soi-même aussi, parce que c'est comme une perte de tout. Donc c'est plutôt une femme qui vient là. Et qui, peut-être elle-même, est très fatiguée ou peut-être malade déjà, comme on l'avait vu dans la pièce précédente, parce qu'elle a beaucoup de mal à monter. Elle se hisse péniblement jusque-là pour venir prier. Parle de maladie, moi. Ouais, se ronger. On le disait tout à l'heure, avait du mal à se mouvoir, avait du mal... Je me tiens comme ça, en fait. Voilà, Et je viens demander à la Vierge Marie que l'on sauve mon enfant. Mais c'est bizarre parce que je sens beaucoup de foi à l'intérieur de cette personne. Mais beaucoup de solitude. Presque religieuse. Oui. Quelqu'un qui est voué à ça. Ça veut dire que cette femme, elle savait que son enfant était malade? Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un lieu de femmes qui prient pour les femmes. Alors que finalement, les hommes sont à la guerre ou sont partis, mais c'est pas ça le plus important, en fait. Voilà, on est dans la peur du sacrifice. J'ai le mot sacrifice. Ou malédiction, peut-être. Comme si on le vivait comme une malédiction. On parle aussi de pas perdre la pucelle. Mais la pucelle, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on est encore jeune et qu'on n'a peut-être pas encore fait sa vie. C'est une enfant qui n'a pas encore fait sa vie de femme. Si on me dit qu'elle est pucelle, c'est qu'elle n'a peut-être pas eu la chance de faire sa vie de femme. C'est peu avant la mort, ça. Photo prise peu avant. Ça sent la mort autour, ça sent le décès. Je me sentais pas bien, Puis la première image que j'ai eue sur le lit, c'était une femme. Une femme qui était allongée là, tout en noir. Je vois une personne allongée, qui souffre. Qui part. Et là, j'entendais maladie. C'est la folie. Je voyais un autre homme qui arrivait, mais qui faisait pas partie du lieu, donc qui devait certainement essayer de la soigner, de la guérir, mais qui n'y arrivait pas. Je vois une main d'un homme. Une grosse main à écrire. Oui, mais tu vois, plus pour des ordonnances que... C'est possible, mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Donc... Voilà, j'ai comme si on faisait des prières à tous les docteurs en médecine pour trouver une solution, mais c'est pas possible. Je pense que
Par rapport à l'époque ou par rapport aux médicamentations, il y avait rien de possible ou encore existant. Voilà, il y a ce désespoir-là que je vois. Maladie qui peut-être qu'aujourd'hui on pourrait guérir. Peut-être pas à l'époque. Mais non, c'est quelque chose qui prend du temps. Et qui est là, qui est en elle. Je vois du sang. J'ai du sang qui coule. Par le nez. Des choses comme ça. Donc. Puis moi j'arrête pas de tousser, donc je tousse. Là, au niveau de la famille, ça peut commencer en 1850, 1800, 1860, enfin dans ces eaux-là, 1800, jusque 1918, 1916, parce que c'est là qu'on perd tout. Ça sent le bonheur de l'époque, mais apparemment ça tourne mal. C'est comme s'il y avait quelque chose, un poison qui coulait dans mes veines, quelque chose qui me ronge petit à petit. Et c'est comme ça qu'elle est morte, ça l'a rongé petit à petit. Quelque chose qui coulait dans ses veines et qui l'a rongé. Je respire plus, quoi. Mais ce qui est intéressant là, c'est l'ardeur là qu'elle a mis pour qu'on protège son enfant. Mais ce que j'entends, c'est que elle n'a pas été entendue, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. À mon avis, elle voulait pas partir, parce qu'elle se sentait bien comme ça, dans cet endroit. Et elle s'est battue, mais j'ai dit c'est comme une circulation, c'est comme quelque chose qui circule plus. Hein. Et comme j'ai mal au dos, j'ai mal dans les reins, on peut imaginer que ça peut être une maladie à ce niveau-là. Mais je pense qu'elle a essayé de se battre. Mais jusqu'à la fin, j'ai senti de l'amour chez elle. Vraiment, vraiment. Et puis une foi incroyable. Mais comme une forme d'injustice qui fasse qu'elle ne veut pas quitter l'endroit. C'est injuste, donc je ne pars pas. C'est injuste. Donc pourquoi moi j'ai eu ça et pourquoi pas les autres? C'est quelque chose qui est marquant à ce niveau-là. Oui, je la vois pleurer, je la vois triste, je la vois heureuse, et puis tout d'un coup, je la sens faible, je la sens amaigrie, je la sens, voilà, très pâle, très blanche. Du mal à se porter. À un moment donné, on la lit, on peut plus se lever. Et c'est dans la chambre où on a été. Oh, il y a un lien, ça. Et c'est quelqu'un qu'on protège. Oui. Parce que ça sent les pleurs, ça sent les parents ça sent la tristesse. C'est pour ça que je dis qu'il manque des signes religieux au-dessus de ce lit, parce que c'est ça. Si je comprends bien ce qu'on me dit là, c'est que finalement, 2 femmes ont dû partir, mais à court intervalle. Enfin, le temps c'est toujours difficile, mais court intervalle là. Et on fait des goûters, on fait des choses sucrées pour essayer de mettre de la vie et de la joie, mais il y a cette dégénérescence, il y a cette maladie qui vient tout gâcher en fait. Je crois que dans cette pièce, alors qu'elle a été un lieu de prière très fort, ben, les prières n'ont pas été exaucées. Il y avait 2 chambres à cet étage de femmes malades, sans doute dans un lien de parenté, mère-fille. On aurait pu être dans la prière de quelqu'un qui prie pour quelqu'un qui est parti. Il ne s'agit pas de cela, on prie pour la guérison de quelqu'un. Avec un sentiment de culpabilité. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette culpabilité de la mère. Je sais pas. Ah, mais depuis tout à l'heure, j'ai lis, je suis toujours sur cette syllabe. Tu sais, un peu comme
l'as de carreau là dans Alice au pays des merveilles. Oui, c'est ça. Tu vois ça, tu vois, c'est ça. J'ai lit, celle qui se repose dans un lit. Alors ça peut être Julie ou Elisabeth. J'ai quelque chose comme ça. C'est rigolo parce que ça n'a rien à voir avec tout ça, mais plusieurs fois j'ai eu les images, je l'ai dit en rentrant au château, qu'un des hommes ressemblait au valet de pique dans le conte Alice au pays des merveilles. Je la vois cheveux blonds comme ça. Il y a forcément un prénom qui a trait à ce conte. Ça paraît fou, mais c'est Alice au pays des merveilles. Alors, elle n'était pas au pays des merveilles en l'occurrence, mais quelque chose comme ça. J'ai toutes les images du conte. Or, cette jeune femme qui est décédée, elle était brune ou châtain, et dans le conte, elle est très blonde, mais il y a peut-être un rapport avec ça. Le temps passe et nous ouvre parfois les yeux. C'est vraiment incroyable parce que vous avez donné des dates et des prénoms qui correspondent réellement à des faits historiques. En plus, là, c'est des faits historiques avérés, très facilement vérifiables. On est vraiment dans quelque chose d'assez précis. La vie, la haute bourgeoisie, le grand bonheur, les choses, ça commence juste après la Révolution française en 1800, exactement. En fait, les familles qui arrivent, bon, ça, c'est moi qui l'ai constaté. Hein. Elles arrivent, elles achètent en général, puisqu'en fait, ça a toujours été perdu après. Tout se passe très bien, ils aiment recevoir des fêtes, des trucs, donc ça grimpe dans le bonheur, et paf, il y a un énorme problème. Il y a le choc. Il y a un choc, alors un décès d'enfant, enfin quelque chose vraiment, la famille ne s'en remet pas, et tout s'écroule, et en fait, ils perdent le château. Alors il y a différentes façons de perdre le château, il y a eu des problèmes de jeu, de dettes, de morts, d'enfants, et clac, et puis quelqu'un d'autre arrive. Ouais, voilà. Alors qu'à la base, cet endroit, c'était un endroit d'amour, de famille, pour grandir, pour construire. Et ça s'est transformé d'un coup, comme ça. Inexpliqué. Et tout s'écroule après un événement, donc avec la mort. Alors, t'as dit le prénom d'Alice. Mais c'était récurrent. Après, quand on a des petites images en tête qui superposent, on ne fait pas tout de suite le cas d'un prénom, mais dès que je suis montée à l'étage, ça s'est vraiment imposé. Alors moi, vraiment, où j'ai eu vraiment mais vraiment des frissons, c'est quand tu dis « oui, j'ai mal au rein, je tousse, etc. » Bon, en fait, Alice, elle est morte d'une pyélonéphrite infectieuse, donc c'est une maladie des reins, et d'un emphysème pulmonaire. Ah, d'accord. Voilà. Donc... alors il y a eu en effet, bon, ça, vous parliez d'une pièce qui sentait la mort, enfin, etc. Bon, bah, son corps a été veillé dans cette chambre, etc. Enfin, où vous étiez. Bon, maladie, etc. Tout ça, ça a été vraiment très bien décrit. Où moi j'ai été vraiment très émue aussi, c'est par rapport au travail que tu as fait sur les photos, Pierre, puisqu'en fait la photo qui a été prise où ils sont tous devant, il y a cette fameuse Alice. Et c'est vraiment peu de temps, en fait, c'est quelques mois avant son décès, hein, qui est vraiment survenu contre toute attente, hein, évidemment. Mais j'ai toujours cette dame là qui est là. C'est elle qui souffre. Vraiment. Ici. C'est vrai qu'il y a eu, on l'a mariée, bon, elle s'est mariée, bon, à l'époque c'était quand même des mariages, avec, tu parlais de noblesse, c'est vrai, parce que ça c'est de la bourgeoisie, hein, Alice, avec le vicomte Arthur de France, la famille de France, hein, qui existe encore aujourd'hui, et la chute, s'est opérée après sa mort, mais vraiment ça a été une chute, mais tout, financière, tout. Hein, j'ai l'impression que c'est tombé d'un coup. Tout à fait, mais tout à fait. Comme un crash. Moi, je pense que c'est à l'intérieur d'une famille, au sein d'une famille, il y a une dispersion, il y a comme un coup d'État. Tout à fait. Hein, on ne va pas parler d'État. Oui, tout à fait. Comme quelque chose comme ça qui fait que déchu la grandeur... oui, des déchus de son... Voilà, ouais.
Ouais, absolument. J'avais une espèce d'intuition de maman qui me disait fais attention à tes enfants. Et c'était devenu presque une psychose, parce qu'à un moment, j'ai dit à mon mari, mais il ne faut plus que les enfants viennent à Fougeray. Ouais. Il me dit, oh, mais attends, ça change la donne, parce qu'à la base, c'était un projet de famille. C'est ça. Là, moi, je peux vous en parler à vous, je sais que vous n'allez pas... Il m'est arrivé un truc assez étrange, c'est-à-dire que je planifiais mon chantier. J'ai dit, bon, demain, on va faire cette chambre-là, que je n'avais pas nommée. Là, aujourd'hui, je dis la chambre d'Alice. Aujourd'hui, je dis aux gens, c'est la chambre d'Alice. Et je dis, bon, je vais m'occuper de cette chambre-là. Et la nuit, je fais un drôle de rêve. Je rêve d'une jeune fille, justement, qui avait du mal à respirer, etc., qui était coiffée comme ma fille, qui avait le même style de cheveux que ma fille, c'est-à-dire châtain, très épais et très frisé. Le lendemain, ma fille vient m'aider. On travaille dans cette chambre. Et puis, je vois ma fille. À un moment, je la regarde, mais elle était d'une pâleur, alors qu'elle est vraiment en bonne santé. On rentre. Forte fièvre, je comprenais pas, je dis bah écoute, je t'amène aux urgences. Elle arrive aux urgences, elle avait mal au dos, etc. Elle avait une pyélonéphrite infectieuse. Et là, je vous jure, à tous les jours, j'ai téléphoné à mon mari, j'ai dit bon, si c'est ça, Fougeray, moi terminé, j'étais en colère, je dis j'y fous le feu, j'étais vraiment en colère. Je dis moi je risquerais pas une seconde la vie de mes enfants, quoi. Violette a été sous antibiotiques très fort au moins 3 semaines. Non, mais c'est... elle s'en est sortie, elle m'a dit... Parce qu'aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Exactement. Elle m'a dit, moi, j'y retourne plus dans cette pièce, etc. Bon, c'est vrai qu'elle s'est vraiment éloignée de Fougeray, hein, pour le coup. Vous avez évoqué aussi une histoire de malédiction par rapport à des spoliations comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que toutes les familles après, il y a eu des problèmes de stérilité. Et ces femmes qui se sont battues ont été stériles ou alors ont perdu leurs enfants jeunes. Donc ont perdu le château. C'est-à-dire que tout ça, ça a été fait vainement en fin de compte. Partir. Certains qui partent, d'autres qui n'ont pas le temps de partir. Des choses comme ça, il y a un drame qui se passe. Moi, j'ai eu au téléphone un des enfants, qui est maintenant quelqu'un d'un certain âge, qui m'a dit, mes parents, exactement, il m'a dit, on fait un mauvais casting, ils ont fui Fougeray. Ils ne sont jamais plus à Fougeray. Comme si on disait que cet endroit, c'était l'antre du mal. Alors qu'au fond, il y a la folie, mais il y a aussi de l'amour chez ces personnes. Et c'est par amour qu'on a tout perdu, qu'on a perdu la vie. Historique qui se met en place, on s'aperçoit que les entités viennent d'une autre époque. Ça a avancé. Oui. C'est comme si vous voulez rester à une époque. C'est ça. On parle de refaire des choses, tu vois. Comme si elle veut refaire les choses. Il n'y a que des blocages partout. C'est ça. On peut pas faire. Mais moi, je me sens très bien dans ce château. Parce qu'il y a des bonnes énergies aussi. Je l'aime bien, ce château. Et je le sens souffrir. Je le sens comme s'il se divisait, se déchirait en deux. Même au niveau des pierres, au niveau des murs. Comme si il était partagé comme ça, entre vouloir disparaître et vouloir ressurgir du passé. Bah après, il faudra que vous m'expliquiez comment délivrer un lieu qui a été manipulé depuis... Enfin, moi, j'ai remonté l'histoire jusqu'à 1307, quand même. Cette énergie qui est là va nous emmener dans un entonnoir. C'est un lieu où on passe en voulant rester le plus longtemps possible, mais c'est comme si une force nous disait qu'on ne peut pas rester le plus longtemps possible. Ah ben oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent tout le temps. Parce qu'on est porteur de l'énergie d'un lieu. On peut y mettre toute la plus belle âme qu'on veut, la belle énergie. On va devoir contrer celle qui est en face de nous et qui est antérieure bien largement dans les époques. Comme un héritage transgénérationnel. Oui, voilà. Et c'est vraiment le terme, que ce soit dans l'énergie invisible, des êtres qui sont là et des propriétaires qui se suivent successivement. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Parce qu'elle a, je sens quand même chez elle, je la connais pas, je l'ai pas rencontrée, je sens quelqu'un de vif, quelqu'un qui réfléchit vite, qui va vite, et qui prend des décisions très rapidement. Des fois, il faut prendre un peu de recul.
Il a tapé dans le mille, quoi. Mais Oui, c'est vrai. Mais par contre, il a carrément raison. C'est-à-dire pour le fait que le thème choisi, enfin, même pas choisi. Ouais. Non, mais je sais, ça va, vous aimerez pas. Le thème imposé par le destin, on va dire. Voilà. non, mais c'est Fait qu'on s'enfonce dans la. Comment Dans dire la pour pas être merde. grossier. Mais c'est vrai ce qu'il dit, ça va que dans un sens, et moi j'ai l'impression, plus ça va, plus j'ai l'impression de trahir le lieu, et ça me dérange au fond, mais terriblement, et que... Et moi, depuis le début, ça me dérange au fond Mais terriblement. vous y mettez trop de quand- cœur, détachez-vous un peu. C'est pour ça que je voulais pas réouvrir cette année, parce Non, que mais moi, c'est je même pas une sens question que- d'ouvrir, c'est une question de changer, de faire un renouveau, de Non, mais donner je- aux gens quelque chose, Non. mais pas ça, quoi. J'estime qu'on doit pas déranger ou on doit pas forcer à communiquer, tu vois. Je comprends. Le problème, c'est que les vivants, ils sont presque plus malhonnêtes que les morts, là, entre guillemets, par le fait qu'ils viennent là et ils s'octroient un lieu et des énergies du lieu qui leur appartiennent pas sans respect. Mais ils s'octroient pas, vous Et leur pas laissez. Pas tous déjà, mais... Pas forcément. Si on reste dans ce système-là, un peu sombre, mais où on fait planer le mystère, la peur, on fait venir les gens pour la peur, pour vivre des choses extraordinaires, c'est vrai. C'est vrai que l'inconnu suscite la curiosité. On arrivera certainement, enfin, je parle de ces personnes-là, arriveront certainement dans un cul-de-sac où, à un moment donné, ils seront obligés de passer la main à d'autres propriétaires. Parce qu'ils pourront plus. Moi, c'est mon ressenti. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait classer Fougeray, j'étais obligée de l'ouvrir. Comme ça, c'est su qu'il s'était passé des choses. Les gens venaient plus que pour ça, et viennent encore que pour ça, malheureusement. On voit plus le château. J'avais ce sentiment. Ah, on le voit plus. Les gens, ils veulent venir pour vivre des sensations extraordinaires, des choses comme ça, quitte à être parfois dans l'autosuggestion. Hein. Forcer la communication, provoquer pour la communication, tu vois. Parce que c'est souvent ce que les gens font. De provoquer, d'appeler comme ça, de prendre des photos, de machin, tu sais. Et moi, ça m'énerve parce que je me dis que si j'étais à leur place, je leur en foutrais plein. Enfin, plein la tronche, quoi. Bon, je sais qu'il y a une vraie passion, je pense que c'est un vrai coup de cœur quand la personne a vu cet endroit. Ça a été comme un coup de foudre sur l'endroit, comme si elle était attirée, attisée, comme si elle était dedans, ou comme une maison-prison, où on y est, mais on veut en partir, mais on n'y arrive pas, on est enlisé dans le système. Franchement, j'ai jamais rien demandé. Mais je sais que t'as rien demandé, moi à non plus. aucun mais, médium. C'est à chaque fois, c'est les gens qui viennent là, qui me disent 2-3 petits brides d'informations qui, quelque part, me font chaud au cœur. Mais franchement, j'ai quand même acheté une pelleteuse et une nacelle, etc. pour faire des travaux, c'est logique. C'est vraiment pour une projection, c'est pas pour chasser le fantôme, j'en ai rien à foutre. Je sais bien. Franchement. Quand on aime quelqu'un, on sait qu'il n'est pas bon pour nous, mais on ne peut pas s'empêcher de rester avec. C'est exactement la même chose qui se passe avec ce sentiment de surtout cette femme hein, qui est... et je pense que c'est son mari ou son associé c'est surtout ça qui se passe à ce niveau-là. C'est une forme de maison-prison. On emprisonne. Il s'est passé un truc complètement hallucinant. Moi, je suis rentrée avec mon mari et l'agent immobilier. On l'a visité. On était tellement mais ébahis par le lieu que 10 minutes après la visite, on signait un compromis de vente dans l'entrée avec conditions suspensives d'obtention de prêt. On n'avait pas un rond, pour être honnête. Hein. On a mis 1 an et demi pour avoir l'argent. J'ai cru qu'on l'aurait pas, le château. C'est vrai que vous êtes un peu aigri depuis qu'on a le château, quand même. Aigri ? Ouais. Franchement, je dis aigri pour être poli parce que je trouve que vous êtes chiant depuis qu'on a le château, parce que ça doit faire des soucis pour vous. En plus, je vous l'ai souvent dit, quoi. C'est évident que ça colle avec une crise familiale, vraiment, de la mésentente et tout, alors que ça n'a jamais été le cas, quoi. Et ça peut en arriver des fois à des séparations de couple, à des séparations, à des explosions de famille, parce que c'est comme ça qu'ils commencent. Exactement. Ah mais ça, c'est exactement ça. Je sais que depuis qu'on a Fougeray, on a une vie familiale, on a eu des vraies crises. Et moi, j'ai mis ma famille de côté sans le vouloir.
à cause de Fougeray. Il va falloir faire un vrai break pour remettre des énergies positives et de la sérénité et nous être en vrai accord avec le lieu pour que les choses se débloquent. Parce que de toute façon, là, les choses, elles sont bloquées, elles vont se bloquer matériellement. À un moment donné, la machine, elle va gripper. Mais et puis ça va... Mais ça sert à rien de se prendre la tête. Mais au fond, on est d'accord. Mais je sais, mais moi, je voulais pas réouvrir. Tu sais que je me suis engueulée avec ton père, ça a failli aller loin. Hein. Pourquoi vous prenez la tête ici? Mais lui, cet endroit, il voulait être embelli, mais pas plus. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose, des travaux par exemple, on les finit pas. Quand on a un budget, il se passe quelque chose dans notre vie qui fasse qu'on perd la moitié de son budget pour faire les choses. Et je pense que c'est le cas pour ces personnes-là. Je pense que c'est très compliqué, c'est très difficile. Alors ils vont essayer de trouver des solutions ailleurs, dans d'autres systèmes, au niveau de peut-être de la communication, etc. Mais il y a toujours des résidus parasites qui vont bloquer le système. Plus tard, j'aimerais qu'on le vende et puis que vous restez calme. Vous arrêtez de vous prendre la tête avec des problèmes financiers alors que vous... levez un peu la pédale, quoi. Personnellement, tu vois, j'y ai mis une sacrée énergie, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais trop, vous deux. Le plan... ils sont propriétaires, comment dire, changer de boutique tous les 3 jours et puis se taper 2 ans de négociation avec une banque pour avoir un prêt, etc. Voilà, c'est tout un contexte. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de tout ça. Et j'ai envie de construire, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai senti qu'on allait dans un gouffre et que ça allait pas, etc. Et que ce lieu que j'ai autant aimé que détesté, et c'est encore le cas, il fallait que je me réharmonise avec. Les occupants, on va dire les colocataires invisibles qui sont dedans, vous attirent et vous amènent ici pour que vous continuez à faire perdurer le lieu, mais toujours dans la même ambiance, dans le même ressenti, c'est-à-dire quand on rentre, il y a toujours une ambiance dans un endroit. Famille unie, beaucoup d'enfants, enfin 3, ils vous ont choisi justement parce que vous incarniez l'idée de la famille et de l'harmonie familiale. Le tout après de ne pas se laisser posséder par le lieu et sombrer dans les énergies basses, c'est-à-dire voilà, les hommes qui sont séparés des femmes, ou plutôt les femmes séparées des hommes, les enfants qui se détachent d'un lieu, soit géographiquement parlant, soit émotionnellement parlant. Il faut garder cette énergie parce que dans le casting, vous étiez choisi. Dans un endroit comme ça, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire un hôtel, des chambres d'hôtes, un resto, tu peux faire un truc de vacances, on peut faire plein de choses, quoi. Je veux dire, concrètement, il y a plein d'idées qui sont exploitables. Un parc de loisirs. T'installes des mobil-homes dehors, là, puis c'est bon. Quelle horreur! Non, mais... Le mec qui a rien compris. Le mec qui a rien compris. Non, mais tu vois ce que je veux dire, sans que ce soit forcément... Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui viendront là... pour observer des trucs, machin, c'est sûr, on ne pourra pas y échapper. Mais je veux dire, réharmoniser, c'est un beau mot, ça. Et étonnamment, j'ai autant d'amour pour Fougeray que de haine. Ça se sentait. Ah, c'est marrant. Parce que des fois, franchement, je dis à François, je lui dis, mais moi, Fougeray, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, je déteste cet endroit, je veux m'en aller, etc. Puis des fois, j'y retourne, je dis non... C'est extraordinaire, je suis... Et c'est un espèce de sentiment extrêmement ambivalent comme ça, et ça passe du tout au tout. Alors mon mari, qui est un mec hyper stable, ça le déstabilise, il comprend pas, il me dit que je suis complètement cyclotimique, bipolaire, que c'est pas normal, etc. Mais c'est vachement étrange, j'ai jamais vécu ça nulle part ailleurs. Enfin... Voir le château autrement, voir tel qu'il est, l'aimer tel qu'il est, trouver des solutions à l'extérieur. Et surtout, penser à soi, parce que quand on fait ça, on est comme possédé par l'endroit. Et ça joue aussi dans la vie de tous les jours. Donc je pense qu'il faut reprendre les choses à la base. Revoir ce coup de cœur qu'on a, et puis rester assez objectif sur les choses. Moi, je pense que Fougeray, pour moi, il faudrait dans l'idéal, que ça devienne simplement une maison. Une maison, c'est-à-dire une grande, belle maison familiale. Soit on peut l'assumer, soit on peut pas. Si on peut pas, c'est tant pis pour nous. On a une belle aventure. Une maison, vous allez vivre tous les deux ici. Ouais. Je veux dire... il y a pas de... je veux dire, vous allez vivre tous les deux ici? C'est une question. Que ça soit une maison. Simplement une maison. Si tu veux. Non, mais pourquoi pourquoi on... je sais pas. Non, mais si tu te sens capable, c'est bien. Non, mais je veux dire, après, il faudrait... Moi, ça me paraît surréaliste, honnêtement.
j'estime que moi, la meilleure perspective pour Fougeray, ça serait que je puisse habiter là sans me poser de questions et que ça soit ma maison, comme ma maison aujourd'hui. Je reçoive mes amis, qui je veux, vous quand vous viendrez, etc. Et que ça soit simplement une maison, point. Qu'il n'y ait pas cet aspect d'exploitation, entre guillemets, du lieu. Non, mais ça, je te rejoins. Et voilà, et point. C'est ça pour moi la meilleure perspective de la Fougeray. vraie richesse du lieu, c'est ça, c'est évident. Enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, moi franchement, là, tu t'es mise en overdose toute seule. Peut-être. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il n'y a pas de peut-être. Après, on peut se perdre. Mais je pense qu'elle peut s'en sortir. Parce je sens quand même chez elle, je la connais pas, je l'ai pas rencontrée, je sens quelqu'un de vif, quelqu'un qui réfléchit vite, qui va vite, et qui prend des décisions très, très, très rapidement. Des fois, il faut prendre un peu de recul. Et peut-être qu'en tombant amoureux de ses défauts, donc de ses colocataires, et en les acceptant, en les aimant, non pas en se servant d'eux, on peut faire améliorer les choses, parce que la vie, entre le subtil et le terrestre, c'est un échange. Et si on est dans l'échange, ce château et tous les habitants et colocataires qui sont dans le jeudi invisible vont vous aider à le remonter, et vont vous aider à avancer. Si on n'est pas dans l'échange, si ça marche que dans un sens, il n'y aura que des blocages, mais seulement vous serez emprisonné dedans. Comme la femme qui est décédée, qui est emprisonnée par son corps, par sa maladie. Voilà. Bonne chance. On va mieux recomprendre le lieu, et puis l'aimer pour sa vraie valeur. Voilà. Parce que moi, ce lieu, je l'ai aimé quand je l'ai découvert la première fois. Vraiment. Et après, tout est parti. Enfin, beaucoup de choses sont parties en vrille. Et si l'histoire n'était pas celle que vous voyez? Et s'il existait une autre famille? Laissez-nous tranquilles, s'écria la fille face aux visiteurs qui fâchaient son quotidien. Mais dans quel monde vous placez-vous? Si le bonheur consiste à trouver la sérénité de l'esprit, encore faut-il trouver la paix des âmes qui sont autour de nous.